Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Boujnah. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, PDG du groupe Euronext. Parfois l'actualité nous sert, c'est le cas aujourd'hui avec ses premiers pas en bourse, de la Française des Jeux, plus 17% par rapport au cours d'introduction. 500 000 Français qui ont acheté des actions de la Française des Jeux. Immense succès populaire, nous dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Vous êtes aussi dithyrambique qui s'emballe un peu ou c'est juste la réalité, quoi? Non, je crois que Bruno Le Maire a eu une analyse très juste de ce qui s'est passé. Vous savez, c'est une entreprise magnifique, qui est extrêmement rentable, que les gens connaissent très bien, qui a rencontré son public d'une certaine manière avec cet appétit, ce succès de la souscription par le marché retail, par les particuliers. Et puis c'est dans un environnement aussi qui est très porteur, hein. Je crois que vous parlez tout à l'heure des taux bas, mais c'est très pertinent parce que l'actualité, c'est aussi le fait que aujourd'hui, si vous voulez du rendement, il faut acheter des actions parce que mais les si Français vous achetez sont frileux, les Français si sont vous achetez, frileux. oui, mais si vous achetez des produits de taux aujourd'hui, rapporte que dalle. vous êtes sûr. C'est une manière plus courte de dire les choses, mais Et il y a un risque surtout. Si vous achetez des produits de taux aujourd'hui, vous êtes sûr de gagner rien ou de perdre un peu. Ouais. Si vous achetez une action, il y a évidemment un risque qui est lié à tout produit d'action, mais vous avez la perspective de gagner quelque chose. Et donc, il n'est plus possible de sortir du rendement avec des produits de taux. Donc, la classe action redevient attractive. Et puis, je crois que Bruno Le Maire en a parlé aussi, l'environnement fiscal a radicalement changé sur la détention d'actions depuis 18 mois. Depuis le 1er janvier 2018, avec le prélèvement forfaitaire universel, avec ce qu'on appelle la flat tax, désormais, on est dans une fiscalité de la détention d'actions qui est comparable à celle qui est dans la en moyenne vigueur chez nos voisins. européenne. Voilà. On n'est plus dans la fiscalité punitive qui avait été mise en place en 2012-2013. Ouais. On va voir dans quelle mesure, effectivement, et ça, c'est une question qu'on peut se poser, dans quelle mesure cet engouement des Français, encore une fois, qui ont acheté pour plus d'1 milliard de la Française des Jeux, qui sont réputés frileux, qui n'aiment pas la bourse. Ils ont été rincés sur plusieurs privatisations qui ne sont pas très bien passées. France Télécom, ça vous rappelle quelque chose, France Télécom, dans vos souvenirs, non? Oui, mais... EDF. Et donc, on se dit, voilà, dans quelle mesure on peut capitaliser, pérenniser sur ce type d'opération à succès. Après, on se dit, la Française des Jeux, c'est atypique, parce que les Français, c'est une boîte qui est familière, qui parle aux gens. Comment est-ce qu'on accélère, deux questions en une pour vous, comment on accélère le retour, encore une fois, des épargnants en bourse? Il y a un sujet, on a sur 10 ans perdu la moitié des actionnaires individuels. Oui, tout ça est vrai. Tout ça est vrai, mais on a perdu les actionnaires en bourse pour deux raisons. D'abord, il y a eu la crise de 2008-2009 où on a perdu des investisseurs de toute nature. Et puis surtout, il y a eu ce choc fiscal extrêmement violent de la loi de finances 2013, quand l'ancien président de la République soulignait que son ennemi, c'était la finance. François Hollande. Et quand, avec son ministre des Finances, il mettait en place une loi de finances qui accroissait significativement la fiscalité de la détention des actions, bien, c'était dissuasif de détenir des actions dans ce pays. Depuis le mouvement de 2017 et la loi de finances pour 2018, avec le prélèvement forfaitaire, on a quelque chose de supportable. Et donc, c'est très fondamental, ça, pour les investisseurs, et notamment pour les particuliers. Quand vous ajoutez à ce que je viens de dire sur les produits de taux, sur le fait que si vous laissez votre épargne gérée par les voies naturelles, c'est-à-dire dans des produits de taux, d'assurance vie, etc., investis essentiellement dans des taux fixes, votre épargne, votre capital se dégrade. Ouais. Il y a alors, c'est vrai que cette opération, parce qu'elle est de taille significative, parce qu'elle a une boîte particulière, parce qu'il y a une boîte particulière, elle est, à mon avis, elle peut cristalliser très profondément le retour des particuliers. Parce que elle peut servir de déclic. Oui, j'en suis absolument convaincu. Il y a eu déjà le mois dernier une très belle introduction en bourse d'une boîte moins connue, qui est Veralia, que le fonds Apollo, Ex-Saint-Gobain, etc., qui est un très beau succès industriel. C'est moins connu parce que c'est l'industrie du verre, mais on voit bien qu'il y a un frémissement, un retour qui s'est cristallisé à cette occasion. Après, quand on parle d'immense succès populaire, il faut quand même remettre un peu l'église au milieu du village. Quand même, historiquement, quand on a eu des privatisations, celle de France Télécom ou d'EDF, on était en millions de Français. Oui, là, on parle de 500 000 Français. Il ne faut quand même pas non plus... Parce qu'on parle aussi d'une entreprise beaucoup plus petite. On parle de France Télécom et EDF étaient des entreprises de taille bien plus considérable. Donc forcément, il y avait plus d'investisseurs pour souscrire. Donc il faut aussi, puisque vous parliez de remettre des lieux de culte au milieu du village, comparer des choses qui sont comparables. Non, avoir un succès d'une tranche de 40% à peu près
de retail dans une entreprise de cette nature, c'est quelque chose d'absolument remarquable. Vous savez, les Français qui l'ont payé aussi au prix fort, je vous coupe, mais au prix fort, le haut de la fourchette. Oui, 19,90 avec le petit rabais de 2%. Bah ouais, mais quand même, on donne aux Français quelque chose qu'elle a acheté avec un PER de 20, pardon pour ceux qui nous suivent, mais 20 fois les bénéfices, c'est pas donné. Hein. Oui, mais soyons, puisqu'on a un peu de temps et qu'on a une émission sérieuse, dans une transaction où on met en bourse quelque chose, il y a un acheteur et un vendeur. Si le gouvernement avait vendu au bas du marché, on aurait dit ces gens-là bradent quelque chose qui vaut beaucoup plus. Oui, mais le jackpot, c'est pour l'État au final. Oui, mais on aurait dit, ils ont donné aux investisseurs institutionnels, et bien, ils ont bradé les bijoux de famille. Comme ils vendent à un moment où les marchés sont hauts et où d'ailleurs le marché continue à croire depuis ce matin que ça valait en fait plus 17%. On peut aussi dire le gouvernement a laissé sur la table 17% de la valeur en la donnant aux investisseurs. Donc je crois qu'il faut être raisonnable. On ne peut pas à la fois... Ils l'ont payé le prix fort, les Français. On ne peut pas à la fois... On ne peut pas, attendez, non, ils ont payé le prix aujourd'hui. Ils ont payé le prix aujourd'hui. On ne peut pas à la fois dire à l'État, vous devez faire une bonne opération quand vous cédez une partie du capital et saisir la bonne fenêtre de marché, ce qu'a fait avec beaucoup de sérieux et d'efficacité l'État, les services de l'Agence des participations de l'État et les banques qui les conseillaient et qui conseillaient l'entreprise. Et puis en même temps, dire aux acheteurs, vous auriez dû sortir avec un prix plus faible et pour faire une meilleure affaire. Là, je crois qu'on a un prix de marché qui est pertinent, qui correspond à la valeur aujourd'hui, qui est ce qu'il est, et qui surtout, les premières heures de cotation le démontrent, va permettre à l'entreprise de se développer. Vous savez, Gaz de France avait pris à l'époque 23% le premier jour. On est largement en dessous du point d'introduction, donc on va peut-être... Oui, mais la question n'est pas là. La question, ce n'est pas la volatilité des prochains jours qui est importante. Ce qui est important, c'est le projet de croissance de l'entreprise pour les prochains mois et les prochaines années. Et le fait d'être coté, d'avoir à rendre compte tous les trimestres auprès des investisseurs, c'est un vecteur de transformation extrêmement puissant qui va permettre à l'entreprise de s'engager dans des projets de croissance beaucoup plus ambitieux. Et c'est là que va être la vraie valeur pour les investisseurs. C'est qu'ils investissent dans une entreprise qui a des perspectives de croissance ambitieuses qui vont être accélérées dans leur déploiement par la cotation en bourse. Après, les particuliers ont été plutôt mal servis, mais après, c'est la rançon du succès aussi. On regarde, pour les Français qui ont demandé plus de 2000 € d'actions, seuls 10% de la demande a été servie au-delà de 2000 €. Mais donc, ils ont été mieux servis que les institutionnels. Les montants ne sont pas les mêmes non plus. Bien sûr, mais non, mais je veux dire, quand une opération est souscrite, il faut faire rentrer les dredons dans la valise. On ne va pas émettre. Alors, il y a des systèmes pour émettre un peu plus de titres que prévu, mais la réalité, c'est que fondamentalement, vous allouez les actions par rapport à un nombre fini d'actions, alors que la demande, elle, a été supérieure. C'est d'ailleurs ce qui permet de sortir le bon prix. Donc forcément, la corollaire du bon prix, c'est une allocation qui n'est pas complète. Bon, je l'ai dit, un nombre d'actionnaires individuels en France, on est passé de 7 millions en 2008 à moins de 3 ou autour de 3 aujourd'hui. Ce chiffre de 7 millions, ce n'est pas un totem, mais on le reverra un jour, encore une fois, parce que... Et comment est-ce qu'on fait au-delà de la fiscalité, effectivement, sur le capital, qui aujourd'hui est moins punitive et dans les standards européens? Moi, je pense que c'est des processus longs, c'est des processus au sens physique du terme qui ont une vraie inertie, la migration d'un épargne sur certaines classes d'actifs vers d'autres. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont l'air techniques, mais qui expliquent que c'est plus compliqué, c'est-à-dire que vous avez une réglementation MiFID II qui inhibe un peu la capacité des réseaux bancaires à faire du push, à pousser la vente des actions. Vous avez une organisation des réseaux bancaires dans lesquels les métiers de titrard, c'est-à-dire de gens qui conseillaient les particuliers dans l'acquisition d'actions directes, ont plus ou moins disparu. Donc il y a tout un écosystème de l'investissement action qui doit se remettre en place. Mais je le redis, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de rendement à espérer dans des taux bas, durables, ça va inexorablement pousser les épargnants, pour le coup, vers les actions parce que c'est le seul moyen d'avoir du rendement. Sauf s'ils décident de devenir pauvres. Oui, bien sûr, il y a une... Ou alors quoi? Sauf s'ils décident de s'appauvrir. Parce que vous pouvez avoir tout votre investissement, toute votre épargne investie en taux fixe, et là, vous avez la certitude de gagner rien ou de perdre un peu. Et d'ailleurs, si vous calculez le rendement net après l'inflation et après les frais de gestion de votre gestionnaire, vous arrivez à des taux qui détruisent le capital de toute façon. Alors, certes, avec des niveaux de risque qui sont différents de la protection, mais ce que montre d'ailleurs l'introduction en bourse de la Française des Jeux, c'est que vous pouvez avoir et du rendement et un profil de risque qui est assez prévisible, qui est assez bon. Qui est assez bon. Ça fait un bon couple. Ça fait un très bon couple risque-rendement. Bon, tiens, joli, puisqu'on parle de couple, est-ce que Euronext
va se rapprocher ou pas de la Bourse de Madrid. On rappelle l'actualité pour ceux et ceux qui n'ont pas suivi. Six Group, opérateur de la Bourse suisse, lance une OPA, c'était lundi, sur la Bourse de Madrid. Apparemment, si j'ai bien compris, vous étiez vous-même en discussion avec la Bourse madrilène, les Suisses vous ont, oui ou non, grillé la politesse. Ils vous ont doublé. Écoutez, les Suisses ont exprimé leur intention de lancer une offre sur la Bourse de Madrid. Ils l'ont fait aux conditions qu'ils ont rendues publiques lundi matin. Là, vous commentez l'actu, là. Oui, mais c'est la question. Non, vous, est-ce que, encore une fois, parce qu'il y a eu cette communication, encore une fois, que j'ai trouvé confuse de la part d'Euronext. Le 7 novembre, ça sort de votre bouche, hein, Stéphane Boujna, vous dites non, non, Euronext ne discute avec aucune bourse européenne. Et le 18, on apprend quoi? Que des discussions sont en cours. Et là, on se dit, vous êtes pris dans les pieds dans le tapis, ou c'est juste que les choses se sont accélérées comme ça dans les derniers jours? Non, je vais vous répondre très précisément. Le 7 novembre, nous n'étions pas en relation avec le conseil d'administration de l'entreprise et nous n'avions soumis aucune offre. En revanche, le 18, mais ça discute un petit peu. En revanche, le 18, nous étions en discussion avec le conseil d'administration de BME et nous avions soumis une offre, un projet d'offre, pardon. Parce que vous saviez que la Suisse et la bourse suisse allaient bouger, ou et parce que aussi vous discutiez depuis un petit moment avec eux? Non. Qu'on comprenne, parce que c'est non, c'est très facile à comprendre et c'est très binaire. Le 7, nous n'étions pas en discussion avec le conseil d'administration d'entreprise ni avec l'entreprise et nous n'avions pas remis d'offre. Le 18, nous étions en discussion avec le conseil d'administration et avec l'entreprise et nous avions remis un projet exploratoire d'offres. Bon, est-ce que là on se dit maintenant, c'est quoi la suite, encore une fois? Et donc cette idée que les Suisses vous ont doublé, vous en pensez quoi? Mais je ne sais pas s'il y a, comme dans toutes les opérations de marché, quand un actif est coté, il peut intéresser 2 acteurs, 3, 4, 5, plus. Donc, la question la de savoir Dutch Bourse qui a serait doublé aussi qui. intéressée, dit-on. Mais je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Non, ça, vous savez, pour le moment, il y a 2 choses qui sont publiques et qui sont vraies. L'offre qui a été présentée, qui n'a pas encore été lancée, mais qui a été présentée par SIX, et l'état des discussions avec le conseil d'administration et le projet d'offre qui a été présenté au conseil d'administration de BME. Par Euronext. Par Euronext, oui. Voilà, donc vous avez vocation à rentrer dans cette bataille boursière qui s'annonce. C'est ce que le marché price d'ailleurs, puisque le marché price un cours de l'action de la bourse madrilène qui est au-dessus de l'offre. Mais le marché fait ses analyses. Le marché fait les analyses qu'il considère pertinentes sur la base des informations publiques dont il dispose, et nous devons partager des informations publiques et régulées, réglementées. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en discussion avec le conseil d'administration de BME, que nous avons présenté un projet d'offre, c'est ce que nous avons dit, et que ces discussions peuvent conduire à une transaction ou peuvent ne pas conduire à une transaction. Et nous sommes dans rien dit, mais parce que ce que je vous dis, c'est ce que nous avons dit au marché lundi matin. Parce que l'offre de l'opérateur suisse, encore une fois, est considérée comme amicale. C'est ce que nous a dit la bourse espagnole. C'est amical. Donc on se dit que ça complexifie un peu le dossier, non? Parce que pour Rafulami, ça ne va pas être simple. Cette offre, même si dans l'histoire, vous en êtes sorti déjà sur la bourse d'Oslo, il y avait le Nasdaq qui partait favori, et pour autant, c'est vous qui l'avez eu. Donc comme quoi, pas désespéré. C'est pas une question ni d'espoir ni de désespoir, c'est une question simplement de travailler de manière sérieuse dans un cadre du régime des offres publiques que gère l'opérateur, le régulateur espagnol, la CNMV, dans lequel il faut respecter un certain nombre de règles et un certain calendrier. Donc là, eh bien, pour le moment, donc vous avez envie de vous rapprocher, vous avez envie de ce rapprochement, c'est ça qu'on a envie de comprendre. Vous allez vous battre pour ce rapprochement avec la bourse espagnole? Euronext est le premier opérateur pan-européen en Europe qui opère les bourses de Lisbonne, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Dublin et tout récemment, vous l'avez dit, depuis le milieu de l'année, Oslo. Nous avons aussi un petit marché à Londres. Évidemment, le projet d'Euronext est d'accueillir toutes les bourses qui souhaitent faire partie de ce projet fédéral. Vous en avez envie? C'est naturel. Cette consolidation serait, si elle avait lieu, serait quelque chose de naturel. Encore faut-il que les choses se fassent dans des conditions qui permettent de créer de la valeur. Donc ne pas surpayer. Et encore faut-il que tout le monde en ait envie. Donc les choses vont se faire ou pas en fonction des discussions qui sont en cours et du projet qui est sur la table. Donc ça, c'est une question de prix, au final. Mais vous avez pour c'est une question de prix et d'un ensemble de facteurs, bien sûr. Quels sont les autres facteurs? Le prix, l'ensemble des facteurs sur le prix dans une offre, oui. Sur le prix, aujourd'hui, vous avez les moyens, j'ai regardé, il y a des moyens d'endettement, j'ai les chiffres, vous avez encore 500 ou 700 millions d'euros de capacité d'endettement.
Alors, avant de parler du prix, juste sur la stratégie, parce que moi j'ai repris un peu vos verbatim. On veut croître encore plus vite dans les mois et les années qui viennent. Je crois que c'est aux Échos que vous avez dit ça. Nous sommes également prêts à saisir des opportunités et acquérir une bourse dans un autre pays européen si l'occasion se présente. Et là, on se dit, mais on y est. Et donc, encore une fois, la bourse espagnole, il n'y a pas 50 cibles en termes de bourse. Il ne faut pas la laisser passer. J'ai envie de vous entendre réagir là-dessus. Oui. Le projet d'Euronext, c'est la croissance et la diversification de ses sources de revenus. Pas à n'importe quel prix. Et donc, nous allons continuer à explorer toutes les opportunités de croissance de la taille d'Euronext et de diversification de nos revenus. L'acquisition éventuelle de BME est conforme à notre stratégie. Nous sommes en train d'examiner avec le conseil d'administration de BME dans quelles conditions cette opération pourrait avoir lieu. Il faudra surenchérir. Il faudra surenchérir parce qu'aujourd'hui, c'est 2,8 milliards d'euros. C'est le sens. Elle est valorisée à la bourse espagnole à 2,8 milliards d'euros. Et vous estimez que c'est déjà cher payé, 2,8 milliards d'euros? Moi, je ne vais pas commenter aujourd'hui le prix offert par SIX. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous avons des discussions en cours avec le conseil d'administration de BME pour produire une offre. Deadline quand? Il y a un calendrier assez lointain qui nous emmène au début de l'année 2020, qui est le calendrier normal des offres publiques espagnoles. Bon, et pourquoi est-ce que, alors maintenant on réfléchit en termes de stratégie, parce que tout ça c'est de la stratégie industrielle aussi qui est derrière, pourquoi est-ce que la Bourse de Madrid a plutôt intérêt à se marier avec vous qu'avec la Bourse suisse? C'est une question qu'il faut poser aux opérateurs espagnols plutôt qu'à nous. Vous êtes intéressés. Nous, ce qu'on propose, c'est quelque chose qui a du sens, c'est-à-dire de permettre à la Bourse de Madrid, c'est-à-dire les bourses en fait, de Madrid, Bilbao, Valence et Barcelone, de faire partie d'un projet européen, de participer à la construction de la colonne vertébrale de l'Union des marchés de capitaux, à l'intérieur de la zone euro, à l'intérieur de l'Union européenne, dans un espace qui est cohérent avec les plus gros partenaires commerciaux de l'Espagne, que sont d'une part la France, qui est le premier partenaire commercial de l'Espagne, et le Portugal, qui sont deux pays Euronext et qui sont les deux voisins de l'Espagne. Donc c'est quelque chose d'assez naturel, avec des régulateurs d'excellente qualité, comme la CNMV et Banco de España, qui font partie des systèmes coopératifs de l'Union européenne, qu'il s'agisse de l'ESMA ou du système des banques centrales européennes. Donc c'est un deal assez naturel en termes de contribution de l'Espagne. C'est un deal naturel et pour lequel vous allez vous battre pour rafler la mise? Non, c'est un deal naturel pour lequel des discussions sont en cours avec le conseil d'administration et nous verrons si ces discussions conduisent à une transaction ou pas. Historiquement, enfin naturellement, on sait que dans ces cas-là, il faut surenchérir, c'est comme une évidence. Alors, je ne soulève aucun secret, je ne dévoile rien en disant qu'il y a une offre qui a été faite qui valorise l'opérateur espagnol à 2,8 milliards d'euros. Et pour l'emporter, c'est bête et méchant, dans ces mathématiques, il faut apporter un peu plus de sous. C'est ni bête ni méchant. C'est une opération de marché qui obéit aux règles de la réglementation espagnole, qui est assez cohérente avec les directives européennes, et même complètement cohérente, et qui organise une circulation de l'information auprès du marché, un régime des contre-offres, un calendrier. Et donc, dans ce cadre-là, là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes à un moment qui est très particulier, qui est très important, qui est spécifique et qui n'est rien d'autre que ça, mais qui est déjà beaucoup. C'est un moment de dialogue et de discussion avec le conseil d'administration de l'entreprise pour discuter avec eux de ce que serait cette offre que vous avez soumise. J'ai bien compris, il y a une offre que vous avez soumise. Il y a un projet, non, ce n'est pas une offre que nous avons soumise. C'est un projet. C'est un projet d'offre que nous discutons avec le conseil d'administration de BME. Qui est plus intéressant que ce qu'a proposé les Suisses, j'imagine. Je ne pouvais pas y arriver. Hein. Non. Bon, Euronext est beaucoup plus gros, pour le coup, que la bourse suisse ou espagnole. Est-ce que ça vous donne confiance? Est-ce qu'on se dit qu'on a plus de chances de l'emporter? Ou est-ce que ça ne veut rien dire? Non, ça veut rien dire. C'est des projets industriels très différents. On sait que c'est une entreprise privée en dehors de l'Union européenne. Euronext est une entreprise cotée à l'intérieur de l'Union européenne. 5 milliards d'euros de capi pour Euronext. Oui, à peu près. Oui. Ça, oui, entre 4,9 milliards certains jours et 5,2 milliards. Sous votre ère, d'ailleurs, on n'est pas là pour verser dans la flagornerie, ça ne m'aidera pas à avoir plus d'infos d'ailleurs, mais la capi a plus que triplé sous votre ère. Oui, sous la férule de M. Boujna. Oui, enfin, c'est pas de la flagornerie, c'est les chiffres. C'est un moment de reconnaissance, surtout pour le travail des équipes, parce que, vous savez, c'est quand même beaucoup de travail, de sueur, de larmes, de sang depuis 5 ans, depuis l'IPO,
pour transformer cette entreprise qui faisait 1,4 milliard de capitalisation boursière en juin 2014. Et qui est au mieux de sa forme. 5 milliards. Ouais, et qui est au mieux de sa forme, il faut dire ce qui est. 173 millions d'euros de bénéfices sur 9 mois. Et une marge d'exploitation, mais c'est un truc de dingue, je ne pensais pas, 57%. C'est énorme. Champion du secteur pour le coup. Oui, enfin, je rappelle qu'avant que nous arrivions, en 2013, l'entreprise faisait une marge de 29%. Donc on a doublé la marge. Le secteur ne s'est pas transformé. On travaille juste différemment, on travaille plus dur, on voyage léger et on travaille dans des conditions d'un opérateur industriel normal. C'est pour ça qu'on a libéré de la valeur. Et cette valeur qu'on a libérée, elle a produit 3 choses. D'abord, elle a sécurisé notre indépendance, parce que c'est la performance qui est la garantie de l'indépendance. La deuxième chose qu'elle a faite, c'est qu'elle nous a donné les moyens de nous croître et de nous développer. C'est en générant de la performance qu'on a pu acheter la bourse de Dublin et acheter la bourse d'Oslo. Et puis troisièmement, elle nous a donné une légitimité pour extraire des synergies quand on achète d'autres acteurs qui sont moins efficaces que nous. Donc je crois que c'est beaucoup de travail de la part de toutes les équipes, mais ça a permis de prendre les actifs d'Euronext qui avaient été un peu abandonnés et mis en bourse de manière rapide en 2014 quand ICE n'avait pas voulu, avait gardé uniquement le New York Stock Exchange et les marchés dérivés à Londres et avait souhaité se débarrasser d'actifs complexes et considérés comme un peu désuets, la bourse au sens historique du terme. Nous avons réussi à faire passer la marge d'EBITDA de 29 à 58 ou 59. Nous avons réussi à passer la market cap avec de 1,4 milliard. Avec des volumes de transactions qui, pour le coup, sont en berne. Et là, on se dit, comment vous allez chercher de la croissance? Ils ne sont pas en berne. Ils ont baissé par rapport à 2015, qui était le pic. Mais parce qu'on vend d'autres choses. Nous vendons pas seulement des transactions sur le cœur du secteur. Nous vendons aussi des données et des indices. Nous vendons aussi de la technologie. Nous vendons aussi des services aux émetteurs. Les relais de croissance, ils sont là? Les relais de croissance sont partout, nous, dans les secteurs du post-trade et dans les secteurs. D'ailleurs, un des objectifs de la croissance d'Euronext, c'est pour ça que nous regardons beaucoup d'autres cibles. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur l'Espagne parce que c'est l'actualité et c'est facile à comprendre. Mais pendant les travaux, la vente continue. C'est-à-dire que nous essayons de développer des projets de croissance organique, notamment dans les domaines où la technologie est très disruptive, comme la blockchain ou les tokens. Et nous essayons aussi de diversifier nos bases de revenus en envisageant des acquisitions dans l'aval de notre métier, dans les services aux investisseurs, dans les services aux émetteurs, dans les données et les indices. Bon, on se quitte là-dessus. Stéphane Boujnah, si on devait résumer, la Française des Jeux, donc c'est un succès populaire, tout le monde. C'est pas un succès, c'est un triomphe. Un triomphe. Voilà, et sur cette bourse madrilène, si on résume, il y a une logique industrielle, stratégique. Il y a le fait que vous allez vous battre, on le comprend bien, même si vous ne l'avez pas dit comme ça, vous allez tout faire pour aller au bout aller faire ce mariage qui fait du sens, qui produit du sens. La logique, c'est qu'on travaille. On travaille et on travaille. Et donc, on discute pour travailler. Vous ne laisserez pas les Suisses vous doubler? Non, on l'a dit, ce que je vous dis, c'est qu'on discute âprement et de manière très ouverte, très intéressante avec le conseil d'administration et que ces discussions peuvent conduire ou pas à une offre. Voilà, pour l'instant, on ne saura pas plus, mais il reviendra. Vous reviendrez pour en parler? Très volontiers. Allez, merci d'avoir été avec nous. Stéphane Boujnah, donc, le PDG du groupe Euronext, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.